mais c'est une belle idée. Alors j'entends d'ici les rabat-joie, tout ceci ne sert à rien, c'est du gadget, ce ne sont pas quelques emballages qui vont changer quoi que ce soit. Eh bien, figurez-vous que si, sans doute. Il n'y a qu'à regarder nos océans, les 3/4 des déchets retrouvés dans la mer sont des sacs, des emballages en plastique, des briquets et autres brosses à dents qui mettent 350 à 400 ans à disparaître, selon le WWF. Cette pollution marine, on en parle tout de suite avec un explorateur qui a décidé de la pister. C'est Patrick Dexon qui est en ligne avec nous depuis la Guyane. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes navigateur, explorateur, je le disais, et depuis quelques années, le chef des missions 7e continent, des missions que vous avez montées en vous entourant de scientifiques, et vous avez réalisé 2 expéditions, la première dans le Pacifique Nord et la seconde en mai dernier dans l'Atlantique Nord. 1 mois d'expédition, donc en bateau, pendant lequel vous êtes allé sur les zones où sont les plus fortes concentrations de plastique, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc ces zones, on appelle ça des gyres. Ce sont des courants océaniques tout à fait connus. Alors effectivement, avant l'apparition du plastique, il y a une 50aine d'années, ces gyres ne piégeaient que du biodégradable, donc ça ne posait aucun problème. Mais depuis l'apparition du plastique, le plastique s'y accumule, ça devient un problème sur l'environnement. Mais alors expliquez-nous en quelques mots comment des bouteilles, des briquets, toutes sortes d'objets se retrouvent au milieu de l'Atlantique. Malheureusement, c'est dû un peu à notre comportement, parce que 10% de cette pollution vient de l'industrie, mais les 90% des déchets sont domestiques. Alors il y a plusieurs causes à cela, bien sûr. Bon, il y a le comportement de chaque personne, on doit être responsable et effectivement jeter dans les poubelles. Mais après, c'est aussi suite à des catastrophes naturelles comme le tsunami au Japon ou des tempêtes qu'on a connues en métropole qui font voler ces déchets plastiques qui se retrouvent dans les rivières. Et qui forcément se retrouvent dans l'océan une fois que la rivière les a transportés. Alors on a du mal nous à se rendre compte de l'ampleur du phénomène quand on est tranquillement chez nous, mais vous êtes allé sur ces zones de pollution. C'est comment, ça ressemble à quoi? C'est visible à l'œil nu? Oui, alors c'est vrai qu'on l'appelle le 7e continent, donc les gens ont tendance à s'imaginer que c'est quand même un continent compact, c'est pas du tout ça. En fin de compte, quand on commence à rentrer dans ces zones, à l'œil nu, on peut voir ces macro-déchets. Alors ce qu'on appelle des macro-déchets, ce sont des objets d'une taille supérieure à 10 cm. D'accord. Mais ça, c'est que la partie émergée de l'iceberg, parce qu'après, nous, on s'amuse aussi à capturer les microparticules et les microdéchets, des petites particules de la taille d'un confetti jusqu'à la nanoparticule de plastique. Et celles-là, on les ramasse à l'aide d'un filet à plancton. Et là, on mesure la conséquence de cette pollution, parce que le plastique, quand il est transporté, il arrive rarement entier dans les gyres et se désagrège, se photodégrade pendant son parcours, et donc là, ce sont des millions et des millions de tonnes de plastique qui sont sous cette forme-là. En micro-particules, petites au point de pouvoir être avalées par le plancton, par exemple, qui est la chose la plus petite qu'on puisse trouver dans l'océan. Oui, malheureusement, on s'est aperçu qu'il y a des études américaines qui ont démontré que le plancton ingérait du plastique, le plancton étant à la base de la chaîne alimentaire, et nous, en bout de chaîne, forcément, ça revient dans nos assiettes. Il y a ce que vous avez appelé en rentrant la soupe de déchets. Ce sont des endroits où quand vous plongiez votre bras, par exemple, dans l'eau, vous aviez du plastique sur vos bras? Oui, alors on a été routé par Mercator, qui s'occupe de l'océanographie française, et ils ont créé un modèle de dérive des particules, ce qui nous a permis de localiser les zones les plus polluées dans ces gyres. Et effectivement, on a traversé une zone où il y avait énormément de microparticules à la surface, à un tel point qu'on pouvait les ramasser effectivement à la main. Et quand on se baignait autour du bateau, parce que la mer est très calme, effectivement, quand on ressort avec ces paillettes de plastique collées sur le corps. Ça reste quand même assez impressionnant quand on voit ça sur place. On mesure la conséquence du plastique dans les océans. Mais donc, si c'est si petit, il n'y a aucun espoir de les ramasser? Ça paraît très compliqué. C'est vrai que on parle souvent du projet du jeune Bush Light qui essaye de créer sa machine. C'est ce jeune néerlandais de 19 ans. Il vient justement de récolter plus de 2 millions de dollars en tout début de semaine. C'était la fin de sa campagne de financement participatif pour son projet. Il s'agit de créer une sorte de gigantesque barrage flottant avec une pompe pour ramasser le plastique dans les océans. Vous y croyez à ce projet? J'ai envie d'y croire, comme tout le monde, parce que s'il a réussi son financement, c'est le financement participatif. Donc les gens, déjà c'est bien parce que les gens ont pris conscience qu'il fallait faire quelque chose. Non, sa démarche est tout à fait louable. Alors maintenant, j'ai pas toutes les informations nécessaires pour discuter sur son projet. Maintenant, sur place, c'est pas évident de laisser une machine autonome
pendant quelques années. Ce sont des endroits qui sont très très isolés. On est à plus de 1000 km de chaque côte. Et on sait très bien que même une plateforme pétrolière demande beaucoup d'entretien. Donc voilà, moi je demande à voir, mais c'est vrai que sa démarche est louable et très ambitieuse. On se demande surtout comment il va réussir à récupérer les micro-particules dont vous parliez, qui sont tellement petites et nombreuses. Oui, alors c'est vrai qu'on connaît pas tout encore sur cette pollution. On ne sait pas si le plastique est présent sur toute la colonne d'eau. On connaît pas les nanoparticules, exactement leur taille. Donc c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses à étudier sur place avant de dire on va nettoyer. Vous avez vu des poissons, des mammifères marins, des oiseaux? Non, alors c'est vrai que on a un projet sur la chaîne alimentaire, sur les gros prédateurs, et effectivement dans cette zone-là on n'en a pas vu. Alors est-ce une coïncidence ou pas, on ne sait pas. Donc c'est vrai que ça fera partie de nos prochains volets aussi en termes scientifiques. Prochaine expédition, c'est pour quand? Alors la prochaine expédition, c'est au mois de mai, donc on retourne dans cette zone de l'Atlantique Nord, parce qu'on a subi une avarie sur le bateau qui nous a pas permis de finaliser nos protocoles scientifiques. Vous n'avez pas eu le temps de tout faire. On n'a pas eu le temps de tout faire, malheureusement. Et on repart aussi en janvier-février 2015 dans l'Atlantique Sud, puisque le but des expéditions, évidemment, c'est d'explorer tous les jours. Merci beaucoup Patrick Dexon pour toutes ces précisions. Je signale qu'il y a un site si on veut suivre l'avancée de vos travaux et en savoir plus, c'est 7econtinent.com, et je vous souhaite bonne continuation. Merci à vous. Tiens, et si on rêvait le temps de quelques mesures d'un monde sans plastique, un autre monde?